Bonsoir Olivier Véran. Bonsoir. Bienvenue sur BFM TV, monsieur le porte-parole du gouvernement. Vous avez donc participé à ce dîner hier soir à l'Élysée pour faire la méthode de notre réforme, pour définir la méthode de notre réforme des retraites. Le président Macron veut finalement un projet de loi adopté d'ici la fin de l'hiver. Il s'agit bien de concertation et non de négociation. Une concertation qui va démarrer là. D'ailleurs, je note avec plaisir que la main tendue par le gouvernement a déjà été trouver un accueil favorable auprès des partenaires sociaux. C'était le cas des syndicats du patronat, le MEDEF notamment, la CFDT, qui ont dit qu'ils étaient partants pour discuter des conditions d'application de la réforme des retraites, sachant que cette réforme devra être présentée cet hiver devant l'Assemblée nationale et qu'elle sera applicable, comme le président de la République s'y était engagé pendant la campagne, dès cet été 2023. Vous l'admettez, c'est effectivement un report ? Quel report ? Dans le temps. Ah non, pardon. L'objectif qui était fixé pendant la campagne, vous pouvez ressortir, d'ailleurs j'étais même sur votre plateau pour en parler, c'est une loi applicable à l'été 2023. Donc qu'elle soit adoptée au Parlement en novembre ou qu'elle le soit en janvier, voire même en février, elle peut être applicable l'été 2023. C'est le choix que nous faisons, c'est de concerter non seulement les partenaires sociaux, mais aussi, c'est très important, les parlementaires de la majorité et des oppositions, qui nous ont dit qu'ils souhaitaient avoir un petit peu de temps pour discuter des conditions de cette réforme des retraites. La main, là aussi, est tendue. C'est notre méthode, vous la connaissez, nous l'avons fait sur le budget et sur tous les textes depuis le début de ce quinquennat. Donc le rendez-vous à l'été 2023, lui, ne sera pas repoussé, on est bien d'accord. La date d'application de la réforme est prévue pour l'été 2023. Juste un point, là, vous dites les concertations, c'est là c'est quand ? C'est la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines, c'est dans un mois ? Ça commence quand la consultation des partenaires sociaux ? Vous savez, dans ce genre de situation, vous avez déjà ce qu'on appelle des échanges bilatéraux informels, et ensuite il y aura l'organisation par les ministres en charge, notamment Olivier Dussopt, qui est ministre du Travail, mais je pense aussi à Stanislas Guerini pour la fonction publique, qui vont démarrer des concertations avec les partenaires sociaux, syndicats et patronats, pour pouvoir discuter de ces conditions de réforme. Alors Sachant que vous en connaissez l'objectif, oui, qui est l'objectif qui a été l'objectif du président de la République pendant la campagne. Là aussi, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de surprise. Un recul progressif de l'âge de départ à la retraite à raison de 4 mois par an pour atteindre 65 ans d'ici 2031. On ne change rien, je le dis aussi, pardon en préambule, parce que des fois j'ai des questions, vous savez, et on se dit, on n'a pas assez communiqué. Ça ne change rien pour les retraités. Les gens qui sont actuellement à la retraite n'auront pas évidemment à reprendre une activité. Par contre, leurs pensions seront amenées à augmenter, elles ne seront plus gelées, n'auront plus à baisser, parce que le système sera à l'équilibre. On a tellement de questions à vous poser, Philippe. On va évoquer cette l'âge légal, on va évoquer tout ça, mais juste sur ce point du report ou pas report. Donc vous dites que c'est pas un report puisque elle va rentrer en vigueur à l'été 2023, ça ne change rien que ce soit examiné en novembre ou en janvier. Sauf qu'on ne sait pas exactement quelle sera la situation du pays en janvier. On le voit avec la guerre en Ukraine, on le voit avec l'économie allemande, l'économie britannique qui sont en train de s'effondrer ou en tout cas de souffrir plus que la nôtre. En janvier, quel sera le climat ? Il n'y aura plus de mesures pour le carburant, il y aura l'augmentation du gaz et l'électricité. Qui nous dit qu'en janvier, vous aurez la fenêtre d'opportunité que vous aviez là ? Je ne crois pas qu'on puisse parler de fenêtre d'opportunité quand on fait une réforme des retraites. C'est toujours une réforme difficile et courageuse. Trouvez-moi une réforme des retraites qui s'est passée avec des fenêtres d'opportunité, comme vous le dites. Certains ont réussi à faire des réformes des retraites, ce n'est pas le cas depuis 5 ans. Je vais vous donner une conviction, c'est que les Français, la question de la forme, et que ce soit en novembre, en janvier ou en février, c'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est qu'ils veulent avoir des réponses, ils veulent savoir pourquoi est-ce qu'on réforme, pour rééquilibrer un système des retraites. Ils veulent qu'on s'engage, et nous le faisons, à ne pas augmenter leurs impôts, à ne pas davantage augmenter la dette dans notre pays. Et ils veulent qu'on soit très clair dans les termes du débat. Hier, j'étais dans la Sarthe auprès de salariés, notamment de salariés seniors. J'ai abordé la question de la réforme des retraites. Pas un ne m'a interrogé pour savoir si ce serait un projet de loi de la Sécu, si ce serait en novembre, en janvier. La question que je posais, c'est... Dès que j'ai commencé mon micro tendu avec les journalistes, les premières questions c'était est-ce que ce sera un passage en force ? Vous n'avez pas posé cette question-là. La question c'est est-ce qu'en janvier, rien ne nous dit, franchement, rien ne nous dit aujourd'hui qu'en janvier, la situation économique du pays ou la situation sociale du pays, l'humeur du pays permettra de faire passer une réforme comme celle-là. Après 2 ans et demi de Covid et des moments très difficiles en termes d'inflation. Ce qu'il faut vraiment expliquer aux Français, c'est que cette réforme, elle est indispensable pour équilibrer notre système des retraites et donc elle est indispensable pour dérouler l'ensemble du programme présidentiel. Si on ne réforme pas les retraites, on ne peut pas augmenter la dépense publique dans l'école, dans la santé. Si on n'augmente pas l'âge de départ à la retraite, si on ne le recule pas, si on maintient ce déséquilibre, alors on va continuer d'endetter le pays, ce qui va faire peser sur les générations actuelles et les générations à venir le poids d'une dette beaucoup trop lourde. Et ça fera courir aussi le risque aux retraités d'avoir à nouveau, comme c'était le cas par le passé, des retraites qui sont gelées, qui n'augmentent pas avec l'inflation. Donc nous sommes extrêmement clairs, nous n'augmentons pas les impôts. Nous n'augmentons pas la dette publique, nous allons travailler un petit peu plus longtemps. Et encore une fois, ça a été, vous savez, c'est rare, honnêtement, c'est rare qu'une réforme de cette ampleur et de cette nature soit présentée telle qu'elle pendant une campagne. C'est un choix courageux qu'a fait le président, le choix de la clarté. On tient nos engagements.
Et votre engagement ce soir, on l'a bien compris, est que ce sera prêt pour janvier 2023. On veut avoir déjà bien avancé avant Noël sur les consultations pour avoir un examen d'un projet de loi après les fêtes de Noël vraisemblablement, pour qu'il soit adopté cet hiver. C'était les termes d'ailleurs de l'intervention de la Première ministre ce matin même, qu'il puisse être adopté pendant l'hiver pour que la réforme puisse... Pardonnez-moi, donc janvier 2023, je me permets d'insister parce que c'est pas mal les questions de date. L'hiver, ça va jusqu'à fin février, donc vous avez donc voilà. une fenêtre temporelle. Donc on est repassé éventuellement jusqu'en février. Sur le fond de la réforme, allons-y, c'est important. Le président a rappelé qu'il avait fixé un cap pendant sa campagne présidentielle, un passage de l'âge légal à 64 ans en 2027, pardonnez-moi, et à 65 ans d'ici 2031. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Le passage de l'âge légal à 65 ans sera-t-il bien inscrit dans la loi ? Le passage de l'âge légal à 65 ans, c'est l'objectif de la réforme. Non, est-ce que ce sera inscrit dans la loi ? Oui. Vous nous avez très bien compris, à mon avis. On tend la main aux partenaires sociaux et aux élus. Est-ce que c'est un élément, est-ce que c'est un élément de discussion dans ces concertations ? Non, ça a été rappelé encore une fois par la Première ministre ce matin, et c'est exactement les termes de notre programme. Nous voulons, d'ici à 2031, avoir reculé l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Et nous le faisons en expliquant la méthode. Chaque année, 4 mois supplémentaires. Donc ça sera dans la loi. 65 ans, ça sera inscrit dans la loi. Et 65 ans n'est pas négociable. Je vous donne les termes. Il est concertable, si je vous suis bien. 65 ans est concertable, monsieur le ministre. Ce qu'on veut concerter. Je comprends que vous me posiez la question de cet âge, mais on est très clair là-dessus. Donc je peux vous le répéter 10 fois, mais on est clair. Parce que des députés de la majorité pensaient qu'il y avait encore une marge de négociation autour de 64 ou 65 ans. Il n'y en a pas. C'est 65 ans. La question qui était posée pendant la campagne, et j'ai pas de raison de revenir dessus, c'était l'idée d'une clause de revoyure d'ici à la fin de la mandature pour voir si c'était stop ou encore. Peut-être que ce sera dans les termes. Pour l'instant, je vous donne les... Par contre, ce qu'on doit concerter avec les partenaires sociaux et les parlementaires et les forces vives de ce pays, c'est la question des carrières longues, c'est la question des catégories actives, c'est la question de la pénibilité de l'emploi. Vous savez aussi que dans cette réforme, il y a un élément important qui est qu'on a ce qu'on appelle le MICO, c'est-à-dire un minimum de retraite garanti à 1 100 € par mois. Ça veut dire que personne... Mais attention, on parle là de gens qui ont des carrières complètes. Parce que hier aussi, des salariés qui sont en pré-retraite me disaient « mais on va avoir une retraite à 1 300 et vous allez donner 1 100 € à des gens qui n'ont pas travaillé comme nous. » Si, le minimum de retraite à 1 100 €, ça concerne des gens qui ont fait une carrière complète, mais qui ne pourront plus gagner moins de 1 100 €. Vous voyez, vous avez des mesures de justice sociale importantes pour les Français. Si je comprends bien, donc c'est bien 65 ans, ça n'est pas négociable, ça n'est pas un élément de la concertation, ça ne bougera pas 65 ans. Donc, est-ce que c'est 65 ans plus une augmentation de la durée de cotisation, ou ça, du coup, ça évacue l'hypothèse de l'augmentation de la durée de cotisation, du nombre de trimestres? Il y a des choses qui sont inscrites dans le programme, inscrites dans le communiqué de la Première ministre ce matin, 65 ans 2031, et des choses qui sont amenées à être discutées avec l'ensemble des partenaires sociaux. Parce que si les conditions, 65 ans plus parce que quand je viens de vous parler, lourd, mais quand je viens de vous parler de carrière longue, par exemple, quand on dit on va discuter des carrières longues, c'est bien ce dont on est en train de parler. Quelqu'un qui a commencé à travailler à 19 ans, est-ce qu'il doit aller jusqu'à 65 ans? Ça va dépendre probablement de la nature du métier, de la profession, de critères de pénibilité, etc., dont on a toujours tenu compte d'ailleurs dans notre système de retraite jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'en changer. Donc quand on dit consulter, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont à consulter. Le principe de la réforme, vous le connaissez, les 3 grands principes. Donc, pour résumer, pour ceux qui nous écoutent, 65 ans, l'âge égal, et discussion autour de la durée de cotisation. C'est ce que vous allez débattre avec les syndicats. C'est ce qui est la durée de cotisation. La consultation avec les syndicats et les parlementaires. J'insiste aussi là-dessus parce que on a entendu aussi le message de parlementaires qui disait si vous faites ça maintenant, on s'inscrira en faux. Y compris d'ailleurs des groupes politiques qui pourtant dans leur programme portaient des réformes assez similaires à la nôtre. Parlons clairement des députés de la majorité, notamment du MoDem. Non, mais pas que des députés du MoDem. Là, je parle aussi de députés d'opposition raisonnable qui sont, je crois, dans le programme des Républicains. Les LR, oui, vous avez raison. Donc là, je veux dire, les conditions sont posées qui doivent nous permettre de discuter calmement, fermement en ce qui nous concerne sur les principes de la réforme pour pouvoir aboutir, nous l'espérons, à un consensus et un débat le plus apaisé possible au Parlement. Très important. On ne mettra pas d'accord avec nous ceux qui vous disent qu'ils veulent augmenter les impôts ou la dette. Ça ne changera pas. Donc la NUPES ou le RN. La NUPES et le RN, ils veulent augmenter ou les impôts ou la dette. Eux, je ne pense pas qu'ils changent d'avis. Voilà. La retraite minimale à 1 100 €. Mais on consultera quand même. La retraite minimale à 1 100 €. C'est pour les nouveaux retraités ou pour tout le monde, monsieur le ministre? Alors c'est toujours la question, le mot est très, très moche, c'est ce qu'on appelle ou les flux ou les stocks. Alors quand on parle d'humain, je déteste d'utiliser ce mot-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que les gens qui sont déjà à la retraite doivent avoir une évolution? Ça, je n'ai pas la réponse à l'heure à laquelle je vous parle, ça fera peut-être partie. C'est un élément de la consultation. On s'est engagé essentiellement sur la question des nouveaux retraités, de ceux qui arrivent à la retraite. Je n'ai pas de mémoire qu'on ait changé les conditions de retraite pour les gens qui y étaient déjà. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises là-dessus, donc
D'accord, mais ça veut dire que ceux qui sont déjà retraités ne seront pas automatiquement placés à 1 100 € s'ils ne les avaient pas. Je vous dis que dans le programme, il était écrit que ceux qui atteignent la retraite ne toucheront pas moins de 1 100 € lorsqu'ils ont fait une carrière complète. Est-ce qu'il y aura un geste? Je ne peux pas vous répondre. Je vous le dis. Les régimes, donc là, c'est un des endroits où vous avez une marge de négociation. Je ne sais pas s'il y a une marge de négociation, je n'ai pas la réponse pour savoir si on va aller au-delà de ce qui a été dit pendant la campagne. La différence, c'est quelques milliards d'euros. Entre, oui. Concernant uniquement les nouveaux je vous dis l'engagement qu'on a pris, c'est sur les nouveaux retraités. Les régimes spéciaux seront-ils concernés par la réforme? Nous voulons continuer, oui, la réforme des régimes spéciaux. Nous voulons simplifier, harmoniser, créer de la justice, de la lisibilité dans les régimes, entre les régimes, et ça fera partie de la consultation qui démarre. L'idée est désormais de passer par un projet de loi spécifique, donc l'hypothèse d'un amendement au budget de la sécurité sociale cet automne est définitivement abandonnée? Nous partons du principe que dès lors qu'on nous a demandé de tendre la main et qu'on a tendu la main, les conditions de la concertation devraient nous permettre d'avancer, ça devrait prendre plusieurs semaines, en espérant effectivement que ce n'était pas de la langue de bois et que maintenant qu'on a ouvert la consultation, il y ait des gens en face pour discuter avec nous. Je note encore une fois avec satisfaction que pour ce qui concerne des grands syndicats salariés et patronaux, c'est le cas. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas lieu d'anticiper les décisions. Vous évoquiez il y a un instant les Républicains qui, effectivement, dans le programme présidentiel Valérie Pécresse, avaient fixé un âge légal à 65 ans. Est-ce que vous espérez obtenir un vote positif des Républicains sur ce texte, ou est-ce que vous dites que, au fond, ils ne voteront pas, ils ne vous feront pas ce cadeau? En fait, il faut choisir son camp. Est-ce qu'on est élu de la nation pour faire avancer le pays ou pour faire reculer le gouvernement? Je pense que quelqu'un qui a mis dans son programme que s'il était élu parlementaire, il porterait la retraite à 65 ans, il aurait du mal à justifier devant ses électeurs, et ceux qui l'ont porté, aux responsabilités, il aurait du mal à justifier le fait qu'il vote contre parce que ça ne viendrait pas de lui. Il pourrait dire, par exemple, il y a trop d'aides, il y a trop de mesures pénibilité carrière longue, et au fond, il n'y a pas assez d'économies dégagées. Ça peut être un argument, ça, un argument budgétaire. Je n'ai entendu personne, et j'espère n'entendre personne, considérer que quand on a fait une carrière longue et qu'on a un métier pénible, on ne doit pas être traité distinctement. C'est un élément de la discussion, vous le disiez vous-même. Oui, mais je suis plutôt dans le mieux-disant que dans le moins-disant. Lors de votre réunion hier soir, le président a brandi la menace de la dissolution. Que voulait-il dire et dans quelle hypothèse y aurait-il dissolution? C'est pas une menace. D'abord, ça a été interprété comme ça par des gens. Si j'étais taquin, je vous dirais que c'est pas une menace, c'est une promesse. C'est une promesse faite aux Français. Mais soyons taquins alors. Non, mais c'est une promesse faite aux Français que nous allons respecter les engagements pour lesquels nous avons été élus. Et que nous ne reculerons pas, puisque sinon nous n'aurions pas la crédibilité pour pouvoir légiférer et réformer le pays, le transformer pendant les 5 années à venir. Les promesses, on les tient. On avait dit qu'on baisserait les impôts, on baisse les impôts. On avait dit qu'on réduirait la dette. Avec ce nouveau budget, on réduit la dette. Et on baisse les impôts de 6 milliards d'euros pour les Français, notamment les classes moyennes qui travaillent, en indexant le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Bref, donc il n'y a pas de menace. Il y a un constat. Nous avons été élus. Nous disposons d'une majorité relative, mais d'une majorité. Nous sommes les seuls à pouvoir dégager une majorité au Parlement. Sauf à considérer que l'extrême droite, l'extrême gauche et la droite républicaine et la gauche républicaine seraient amenés à gouverner ensemble ou à décider dans le même mouvement de voter un même texte pour nous censurer. Je n'ose y croire. Je vois très mal le Parti socialiste voter avec le Rassemblement national de l'extrême droite. Voilà. Mais si, d'aventure, il y avait une motion de censure qui était adoptée, c'est-à-dire que si la gauche et l'extrême droite s'alliaient, c'est ce dont on est... Déjà, on est dans un exercice intellectuel compliqué. Pour moi, vous savez d'où je viens politiquement. Mais bien sûr, parce que si la situation devait arriver, c'est-à-dire que si le gouvernement était censuré, ça veut dire qu'on serait probablement dans l'incapacité de continuer à transformer le pays dans les bonnes conditions. Donc ça veut dire retour aux urnes. Est-ce que la dissolution, c'est pas une arme en fait qu'on pourrait comparer à la dissuasion nucléaire? C'est que quand on en dispose, si on a besoin de l'affirmer, c'est qu'au fond, on est plus faible qu'on ne le dit. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a l'arme de la dissolution. Pourquoi a-t-il besoin de projeter cette, vous dites c'est pas une menace, mais en tout cas cette arme, dans ce contexte-là? D'abord, c'est pas nous qui en parlons. C'est lui qui l'a évoqué hier dans le dernier. Non mais attendez, c'est pas nous qui avons commencé à en parler. Vous avez des oppositions qui disent que quoi qu'il arrive, ils vont déposer des motions de censure, et vous avez l'extrême droite qui commence à vous dire qu'elle votera les motions de censure de la gauche. J'attends de voir le texte sur lequel ils sont capables de se mettre d'accord. Mathématiquement, ça ne fait pas une motion de censure adoptée, le gouvernement ne tombe pas avec seulement la NUPES et le RN, il faudrait LR avec. Il faudrait les LR avec. Donc j'attends de voir un texte qui est capable de les réunir autour de mêmes valeurs, l'extrême droite et la gauche française, réunis autour de mêmes valeurs pour faire tomber un gouvernement. Si on en était réduit ici, à ce stade-là, ça veut dire que le Parlement ne serait pas en état de fonctionner. Dans ce cas-là, on peut effectivement rappeler les Français. On rappelle là une vérité... Oui, mais c'est intéressant qu'il le rappelle alors que justement tout le monde le sait déjà. Pourquoi ça a été abordé au cours du dîner?
Le programme devient clair, les informations que vous nous donnez ce soir et que vous nous confirmez sont importantes. Est-ce que très simplement vous regrettez un automne et un hiver chaud avec des manifestations, de la protestation? Le président de la République a utilisé le mot de chienlit, qui était, je le rappelle, dans la bouche de Georges Pompidou pour évoquer la pensée du président de Gaulle. Voilà. Est-ce que vous craignez d'affronter des manifestations rudes dans les semaines à venir? Quand on sollicite la confiance des Français, comme le président de la République l'a fait, comme je l'ai fait à titre personnel en présentant et en gagnant mes élections législatives, on ne craint pas les Français et on ne craint pas la France. On a une obligation morale, celle qui consiste à appliquer une politique pour laquelle on a été élu, celle de servir l'intérêt général. Et parfois, servir l'intérêt général, ça veut dire prendre des décisions qui peuvent être impopulaires. Mais ne pas prendre de décisions impopulaires, ce n'est pas se montrer à la hauteur du mandat qui nous a été confié. Donc, en responsabilité, nous allons réformer le pays et nous allons équilibrer un système qui, sinon, deviendrait un gouffre financier pour les Français, aujourd'hui, demain, après-demain, pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci beaucoup, Olivier Véran, d'avoir formalisé les choses sur ce temps très fort du quinquennat par définition et sur BFM TV.